Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le monde de la donnée et Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA, auteur chez LexisNexis et cofondateur du Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu Bourgeois. Bonjour Delphine. Alors, nous assistons clairement à un engouement pour l'intelligence artificielle dont les résultats obtenus dans la reconnaissance automatique d'images, de vidéos, dans l'analyse et la prédiction sont véritablement prometteurs. Toutefois, on constate également des contre-exemples. Je pense aux nombreux biais de l'IA qui montrent que pour être tout à fait opérante, cette intelligence artificielle doit utiliser les bonnes données, mais aussi être utilisée avec discernement. Alors, avant d'aborder ces enjeux et donc ce rôle clé de la donnée dans la révolution IA, pouvez-vous d'abord brièvement nous rappeler ce que vous entendez, vous, par intelligence artificielle et est-ce qu'il faudrait peut-être que j'emploie le pluriel ? Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous et bonne année. Alors en effet, l'intelligence artificielle, pour être simple et pour simplifier, c'est un ensemble de théories et de techniques qui permettent à des machines de simuler l'intelligence humaine, par exemple en percevant la réalité via la collecte de données, en stockant de l'information via le stockage bien sûr, et puis parfois même en raisonnant un petit peu, vous verrez dans quelques instants. Alors en vérité, vous avez raison, cette intelligence artificielle doit être conjuguée au pluriel. On distingue souvent l'IA forte et l'IA faible. Je ne me lancerai pas dans le débat, mais l'IA forte est contestée sur le plan technique et philosophique. Mais l'IA faible, c'est celle qui se contente d'appliquer des instructions. Et c'est cette IA-là qui a véritablement connu un très grand engouement. Alors pour simplifier les choses, il y a deux types d'IA. Il y a l'IA symbolique qui fait de la déduction, c'est-à-dire qu'on lui donne des règles, on lui donne des règles, et ce sont souvent des experts qui lui donnent des règles, c'est pour ça qu'on appelle ces IA-là des systèmes experts. Et donc à partir de ces règles, elles vont raisonner, elles vont donc aller des règles aux faits. Ces IA-là n'ont pas véritablement démontré des capacités, en tout cas généralisable importante. Par contre, il y a l'autre forme d'IA, qui est l'IA connexionniste ou numérique, qui fait l'inverse. C'est-à-dire qu'elle part des faits, autrement dit de centaines ou de milliers ou de millions de données, et on en déduit ensuite des règles. Donc elle fait ce qu'on appelle de l'induction, elle généralise. Et en fait, c'est cette IA connexionniste, qui fait donc de l'induction, qui a connu un très grand succès, via notamment l'algorithme d'apprentissage automatique, notamment celui développé par Yann Lequin et ses confrères, qui a été primé par le prix Turing en 2019, qu'on appelle l'algorithme de rétropropagation du gradient. Alors pour simplifier, cet algorithme fonctionne de la manière suivante. En fait, cet algorithme est constitué d'un réseau de neurones artificiels que vous allez nourrir de données étiquetées. Donc vous allez lui donner par exemple des données de chiens et des données de chats et vous allez étiqueter ces données. L'algorithme va tenter de reconnaître le chien et le chat. Il va se tromper. Quand il va se tromper, il va s'appliquer un score via un mécanisme mathématique dérivé et il va minimiser cette réponse à l'avenir. Et quand il va en revanche découvrir avec succès la bonne image, il va s'appliquer un bon score et il va ce qu'on appelle renforcer ce type de réponse. Donc il va apprendre par essai et erreur, autrement dit par renforcement, et au bout d'un moment, il va réussir à se tromper très peu et c'est à ce moment-là qu'on va passer sur un environnement dit de production, c'est-à-dire de données non étiquetées. Et c'est vrai, vous avez raison de souligner que les résultats sont proprement stupéfiants puisque dans le domaine notamment de la reconnaissance d'images, dans le domaine de la reconnaissance vocale, l'IA connexionniste a de très bons résultats. Alors les applications sont multiples, logistique, micro-ciblage, aide au diagnostic médical, CRM, etc. Donc tous ces domaines-là sont tout à fait des domaines de prédilection de l'IA connexionniste à condition d'être alimentés par les bonnes données. Alors, évidemment, cette condition, elle est absolument cruciale parce qu'on a certaines IA qui produisent des résultats erronés, voire même problématiques au regard de nos valeurs ou de la loi. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples de dérives qui sont liées à une mauvaise collecte de données ? Oui, alors il y a deux exemples qui ont fait effectivement beaucoup de bruit à l'époque. Il y a Amazon en 2018 qui a voulu donc s'équiper d'une IA pour être assisté dans le recrutement des personnels cadres de l'entreprise. Et en fait, elle a donné à cette IA-là, si vous voulez, des données sur le passé de son recrutement. Et il se trouve que dans le passé de ce recrutement, il y avait plus d'hommes que de femmes. Et c'est malheureusement encore trop souvent une réalité. Il y avait en l'occurrence, je crois, 60% d'hommes. Et donc, l'IA a privilégié les candidatures masculines. Alors évidemment, on a expliqué à l'époque, on s'est ému en disant que l'IA était sexiste. Elle n'est pas sexiste. En fait, elle a reproduit les biais du passé.
passé. Google a eu des déboires aussi, puisque en 2015, elle avait mis en place une IA pour aider à la reconnaissance faciale de photos, et elle avait nourri cette IA, si vous voulez, avec des photos d'humains, qui étaient insuffisamment représentatifs et qui étaient essentiellement des personnes blanches. Et donc, quand une personne noire a tenté d'utiliser cette IA, elle a été classée dans la catégorie des animaux. Bon, alors évidemment, on s'est ému en expliquant que l'IA était raciste. Encore une fois, l'IA n'est pas raciste. Elle a simplement reproduit des biais, et donc l'IA peut produire de mauvais résultats si elle a les mauvaises données, c'est clair. Les IA ne sont pas neutres, en fait. Elles dépendent énormément de ce qu'on leur donne pour apprendre. Alors, est-ce que vous pouvez nous catégoriser les principaux risques, vous en avez évoqué quelques-uns déjà, qui sont liés à l'IA, et nous donner aussi une piste pour les réduire? Bien sûr. Alors, les risques, il y a 3 grandes catégories de risques. Il y a des risques éthiques, technologiques et économiques. Alors, tout d'abord, éthique. Si l'IA peut nous amener à nous déposséder de toute réflexion. Il faut faire attention, puisque vous savez que l'IA nous assiste beaucoup, elle nous suggère en permanence, elle nous propose, elle prédit, et elle peut, si nous nous laissons aller, nous habituer ou habituer nos cerveaux à devenir fainéants et à nous laisser manipuler par des suggestions, ou en tout cas à se laisser guider par des suggestions. Or, les suggestions, attention, ce ne sont que des suggestions. Nous devons rester absolument maîtres de nos pensées. La deuxième problématique éthique, c'est une exposition extrême de nos existences, puisque l'IA fonctionne à partir d'une collecte massive de données, notamment personnelles, et donc ça peut aboutir évidemment à une surveillance constante. Ça, c'est dans des scénarios totalitaires, et puis dans des scénarios peut-être un peu plus libéraux, à une hyper sollicitation permanente, puisque souvent l'IA vient vous solliciter un maximum de collecte de données, parfois de manière dérangeante, hein, et donc vous pouvez être solliciter en permanence, ce qui peut briser votre capacité de réflexion, de concentration, voilà. Donc ça, ce sont les risques éthiques. Les risques technologiques, ce sont essentiellement des risques liés à la sécurité. On imaginerait par exemple assez volontiers dans un film catastrophe, vous voyez, et ça peut tout à fait se produire dans la réalité, un cyberattaquant qui s'emparerait d'une intelligence artificielle fonctionnant en réseau et faisant fonctionner par exemple des voitures connectées, et donc pouvant causer des dégâts considérables, y compris matériels. Et puis enfin, les risques économiques, l'IA en fait, par rapport à des humains, si vous voulez, elle a 2 avantages. Elle va plus vite et elle ne se fatigue pas. Donc évidemment, c'est un instrument de domination économique, de la même manière d'ailleurs qu'il y a une centaine d'années, les machines et le machinisme industriel devenaient un outil de domination économique par rapport à l'artisanat. Hein, l'industrie a dominé l'artisanat, bien l'IA peut dominer assez rapidement certaines tâches intellectuelles. Donc, c'est vrai que les États, notamment, hein, les États, les syndicats, enfin les secteurs doivent se protéger et doivent faire en sorte de rester maîtres absolument de leurs valeurs. Et pour terminer sur ces risques, comment justement reprendre le pouvoir? Eh bien, en maîtrisant les données. Et pour terminer, une idée de Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI, qui expliquait qu'il fallait peut-être inverser la tendance et donc ne pas permettre aux IA d'accéder aux données aussi librement qu'aujourd'hui, mais plutôt leur ouvrir un accès permissionné, peut-être en fonction de scénarios au cas par cas. Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, avocat spécialisé du droit du numérique et de la donnée. Et merci pour m'avoir apporté cet ouvrage Intelligence artificielle décidée en toute connaissance de données, qui est édité par le Cercle de la Donnée. À suivre, un tout autre sujet. On passe à une découverte d'innovation, un distributeur intelligent de médicaments.